Ok, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Thomas Thibault, je suis designer, cofondateur d'une coopérative de design numérique qui s'appelle Praticable, qui est basée à Paris et à Bordeaux, et aussi du projet de recherche en design limite numérique. Et juste avant de commencer, juste pour vous dire que vous pouvez, si vous voulez accéder à la présentation, scanner le QR code ou prendre le lien. Et qu'en fait, cette présentation est faite sur notre site et que en fait, vous pouvez éditer, supprimer, déplacer et faire votre propre version de notre présentation. Donc voilà. Et hop. Donc, avant de vous parler de paramètres écologiques, qui est le sujet de la conf, je voudrais faire un rapide tour sur l'empreinte du secteur. Donc, le numérique comme toute toute infrastructure technique est bel et bien matériel. Il produit donc des impacts environnementaux et pas des moindres. Alors on pourrait parler de l'extraction des matières premières dans des mines industrielles de plus en plus gigantesques, de la pollution des sols, de l'air, de l'eau, et des conséquences en fait sur les populations, la faune, la flore, sans oublier l'exploitation et l'esclavage des 40 000 enfants dans les mines artisanales et les violences physiques et sexuelles sur les populations. Voilà, plein de fun. On pourrait parler de câbles sous-marins qui font à eux seuls 35 fois le tour de la Terre. On pourrait parler de la fabrication des terminaux, de plus en plus nombreux et puissants, dont la durée de vie n'est pas bien grande, alors même qu'ils sont impossibles en fait, à recycler parce que la concentration en minerais y est trop faible. On pourrait parler des data centers, toujours plus grands, consommant en moyenne l'équivalent d'une ville de 25 à 100 000 habitants en électricité. Et en termes d'eau, certains, dans les plus gros, consomment l'équivalent de 790 baignoires par heure, qu'ils soient en ville ou en plein désert de l'Arizona. On pourrait parler que si on ne fait rien, l'empreinte du numérique en France triplera d'ici 2050. On pourrait parler de tout ça, mais j'ai pas vraiment le temps. Et certains d'entre vous connaissent peut-être un peu le sujet, et puis surtout, vous allez m'accuser d'avoir pourri votre journée, donc voici un petit chien mignon. Donc parlons donc directement des leviers. Alors, bien que la majeure partie en fait, des impacts du numérique soit liée à la fabrication des équipements, 80%, et en particulier les terminaux, il ne s'agit pas juste de faire des appareils réparables ou reconditionnés. Parce qu'en fait, le choix dans nos interfaces, les choix de fonctions, les sites plus lourds et nos applications plus consommatrices en données et en énergie jouent sur l'obsolescence des terminaux et leur renouvellement en les saturant ou en leur demandant toujours plus de capacité de calcul. Donc on finit par les changer par des plus puissants et en même temps qu'on augmente la taille de l'infrastructure réseau et data center qui en retour permettent des usages plus consommateurs et demandent des appareils plus puissants et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la corne d'abondance. Et donc avec des chercheurs et chercheuses en informatique et en design, on a monté un projet de recherche en design pour penser un numérique s'inscrivant dans les limites planétaires. Ce projet s'appelle Limite numérique. Et l'un de nos nombreux travaux a été de nous pencher en fait sur les applications et notamment sur la manière dont elles nous permettent de régler et d'avoir la main sur ce qu'elles calculent, envoient de données, orientent de nos usages. Et en fait, ce qui incarne cette malléabilité, c'est les paramètres. Et ces enjeux sont d'autant plus forts sur mobile, là on a plutôt tendance à en réduire les marges de manœuvre. Donc voici un petit extrait de notre enquête et quelques pistes de design. Et alors, petit point vocabulaire, je parle de paramétrage quand c'est l'action de changer un paramètre. Je parle de paramétrisation quand je parle de conception de paramètres. Alors, le premier constat, c'est l'absence d'intention écologique dans la paramétrisation. En fait, bien que certains paramètres puissent avoir des effets écologiques, qui soient faibles, grands, directs, indirects, en réduisant par exemple le poids des contenus, ils ne sont jamais pensés avec cette intention-là. Un paramètre n'existe que dans une approche consumériste et performative du numérique. S'il y a réduction, elle est très souvent montrée comme une version dépréciée des performances. Des exemples, par exemple, la qualité des images se retrouve souvent dans affichage, performance, accessibilité, mais jamais écologie. Sur Samsung, la résolution de l'écran est paramétrable, ce qui influe sur la durée de vie de la batterie, mais ce n'est pas marqué. Il n'y a aucun compromis ou avantage présenté à la réduction de cette résolution. Pourquoi diable je baisserais en fait ce paramètre?
Donc dans les pistes de solutions, j'y reviendrai, mais ça serait déjà une première étape de penser ces paramètres existants en tant que paramètres écologiques et pas juste une option d'affichage ou de performance. Ensuite, deuxième constat, c'est que le vocabulaire simpliste et parfois ambigu nous empêche de savoir ce que fait réellement un changement de paramètre, et donc d'entrevoir son potentiel effet écologique ou consommateur. Par exemple, sur Spotify, il est difficile de percevoir l'effet que produit le changement de qualité des morceaux sur leur poids. D'ailleurs, la différence entre une qualité sonore haute et très élevée est imperceptible à l'oreille humaine, sauf si vous avez un casque très cher et une oreille très très fine. Et en fait, au moment du paramétrage, rien ne nous permet d'expérimenter le poids de ces contenus. Ou encore, voilà, sur la fonction d'économie de données, qu'on a tous, personne ne sait ce qu'elle fait vraiment. C'est quoi ces données, combien elle économise, etc. Donc, dans les pistes de solutions, il y en a plein, mais par exemple, ça serait de travailler sur l'aspect visuel des paramètres ou leur interaction pour comprendre les effets du paramètre au moment où on le fait. Petit exemple tout simple, par exemple, indexer l'ordre de grandeur du poids du poids du contenu avec le temps nécessaire à la validation d'un paramètre. Donc plus le poids est grand, plus je dois appuyer longtemps ou dérouler longtemps. Troisième constat, c'est que le choix par défaut des paramètres, donc que vous choisissez, concepteur et conceptrice, est toujours l'option la plus consommatrice et performante, la plus consommatrice en énergie ou en données. Ce choix par défaut est d'autant plus important que peu de personnes prendront le temps de parcourir et modifier les paramètres. Et ce choix, répété sur des millions ou des milliards d'appareils, peut avoir un impact important dans l'écosystème numérique. Exemple, à gauche, la résolution par défaut des photos, si vous ne l'avez pas changée, c'est celle qui possède le plus de mégapixels. Et bien qu'on n'en ait pas forcément besoin, puisque la qualité d'une photo dépend surtout de la qualité du capteur plutôt que de mégapixels aujourd'hui. Voilà. Et donc, dans les pistes, alors bien évidemment, il faudrait qu'on choisisse que le par défaut soit celui, le choix de la sobriété. Mais on peut aussi montrer que quelque chose est par défaut, un peu comme un saut sur un objet ou un lien déjà visité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, donc montrer qu'il a été modifié ou pas. On peut aussi choisir son par défaut, c'est-à-dire faire en sorte que l'état d'un paramètre revienne toujours à mon par défaut personnel au redémarrage d'une application, du téléphone ou d'une durée. De sorte que si jamais j'oublie de remettre le mode plus sobre, il revienne tout seul. Ou même choisir le par défaut non pas de l'entreprise, mais d'une communauté. De manière générale, donc le quatrième constat, c'est que les paramètres sont assez trouver un paramètre est assez difficile à faire. Ils sont formellement et lexicalement différentes les applications, ce qui demande un effort de réadaptation constant. Par exemple, sur Twitter, la qualité des images est dans une page très éloignée, ou pire, sur Netflix, c'est dans une catégorie compte, contrôle parental. Donc, une des premières pistes, ça serait de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si on renomme des paramètres pour mieux les retrouver, mieux penser à eux. Le mode avion n'est pas obligé de s'appeler mode avion, dans la mesure où très peu l'utilisent pour de l'avion. Il pourrait aussi s'appeler déconnexion, renoncement ou même économie de batterie. On pourrait aussi donner la possibilité de ranger ces paramètres, les classer dans un panneau favori, accessible n'importe quand. On peut aussi construire ses propres moyens d'activer des paramètres automatiquement, avec des combinaisons de boutons, avec un geste de 3 doigts, avec un capteur par exemple, de sorte que l'image d'une vidéo se désactive si je retourne mon téléphone et qu'en fait ça ne télécharge que le son, etc. Cinquième constat, c'est que les applications, au final, proposent assez peu de paramètres. Souvent, quand même, les alternatives libres en proposent plus. Par exemple, NewPipe, alternative libre à YouTube, nous laisse ne pas télécharger le flux vidéo. Ou encore Mastodon, qui est à l'inverse de Twitter, propose la suppression automatique de posts avec une date de péremption, parce que son modèle n'est pas basé sur la captation de données et l'attention. Mais voilà, qu'est-ce que ça peut être d'autre de faire des paramètres écologiques? Donc voici en vrac quelques autres pistes. Par exemple, de faire des paramètres pour vivre avec des téléphones qui vieillissent, puisqu'en fait l'impact principal c'est la fabrication d'un téléphone.
Donc, s'il y a des paramètres qui permettent de continuer à vivre avec des fonctions dépréciées, cassées, c'est intéressant. Par exemple, sur l'iPhone, vous avez une fonction qui permet de créer virtuellement un bouton quand vos boutons physiques sont cassés. Ça peut être aussi des paramètres qui permettent de fonctionner sans batterie ou avec un bout d'écran cassé, par exemple des interfaces paramétrables où, pour qu'on puisse faire en sorte que les boutons, les éléments importants de l'interface ne se retrouvent pas sous la partie d'écran cassé. Ou même si vous avez un stockage limité, de choisir le destin d'une application au moment de son installation, typiquement éphémère, si c'est une application qu'on n'utilisera qu'une fois en voyage et que ça se supprimera au bout d'un mois, ou dispensable si votre téléphone en fait le supprima lui-même en cas de stockage saturé. Autre piste, c'est essayer de trouver un vocabulaire lexical et graphique de l'écologie. Donc en fait, de nombreux mots et représentations du numérique aujourd'hui nous montrent un numérique sans friction, sans corps, sans impact, comme la métaphore du cloud, le nuage, et qu'en fait, remplacer lexicalement et graphiquement cette métaphore par l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ça contribue un petit peu à ramener de la matérialité. On a déjà réalisé tout un cahier d'idées sur ça, sur un cahier d'idées sur un navigateur, essayer de changer l'icône de lecture, le triangle, par un bouton de téléchargement, parce que c'est ce que fait techniquement un navigateur. Et c'est une petite chose voilà, qui nous permet de contribuer à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de cliquer sur ce contenu? Ça, je vais passer. Ça peut être aussi du coparamétrage ou du paramétrage collectif. En fait, la dimension collective d'un paramétrage est intéressante et très peu traitée aujourd'hui. Voilà, par exemple, vous pourrez, dans un groupe, choisir, dans un groupe de messagerie, décider par un système de vote, la taille par défaut des images, leur autosuppression, en fonction du rôle de la messagerie. Est-ce que c'est du familial, du pro, des blagues, toutes ces choses-là. On pourrait aussi importer les paramètres et modes d'autres personnes ou d'une communauté de pratique, par exemple les férus de randonnée ou des gros festivaliers qui veulent plus de batterie en contrepartie de fonctions plus ou moins limitées. Un autre point, ça peut être aussi de déplacer le lieu du paramétrage. Aujourd'hui, on est dans un onglet paramètres. Le premier niveau, ça serait de les sortir au moment peut-être de l'expérience du contenu. Par exemple, c'est des étudiants en design à Bordeaux qui ont imaginé de choisir la date de péremption d'une photo au moment de la capture de la photo. On peut même imaginer sortir de l'application ou même du téléphone en paramétrant au niveau du routeur ou du partage de connexion pour agir au niveau d'un réseau Wi-Fi. Là, par exemple, c'est Pi-hole qui est un genre d'ad blocker. Au niveau du réseau, donc qui bloque les pubs, en fait, il y a déjà on peut avoir plein de paramètres de contrôle déjà comme ça, même de contrôle parental, et on pourra en avoir sur la consommation. On peut aussi imaginer des paramètres de la limitation et de la friction volontaire, puisqu'en fait, on nous a habitués à un numérique sans friction, toujours connecté H24, mais en fait, ça a un coût. Et consommer du numérique n'a pas le même impact suivant certains moments. Il peut être intéressant de traiter la saisonnalité du numérique, c'est-à-dire créer des paramètres qui limitent la qualité du contenu, etc., ou même le déconnectent en fonction de est-ce qu'il fait très chaud parce que les data centers en fait en période de canicule chauffent plus et consomment plus d'eau et d'électricité pour se refroidir. Est-ce que notre mix électrique est plus ou moins carboné? Ça, c'est Branch Magazine, c'est un site web en ligne où les contenus, la qualité des contenus varie en fonction du mix électrique du pays pour lequel on consulte. On a même Apple aussi qui propose un paramètre de recharge de votre batterie qu'au moment où l'électricité est plus ou moins carbonée, donc où il y a plus ou moins d'énergie renouvelable ou nucléaire, etc. Donc voilà, donc là c'est... ouais, c'était celui-là. Enfin bref, là c'est juste un aperçu de vastes possibilités. Je suis resté aujourd'hui juste sur l'aspect design des paramètres, pas les technos, pas les fonctions des applis. Évidemment, une partie de ces idées ne peuvent pas exister sans un changement de modèle économique et concurrentiel des applications, dont la plupart en fait bénéficient de la collecte continue et un peu gloutonne de données, et veulent montrer toujours plus en termes de fonctionnalités. Il y a là peut-être une réflexion à avoir sur ce qu'on considère être une meilleure application, et aussi une réflexion sur nos modèles de conception en tant que designer, ou en voulant concevoir user-friendly, le plus simple possible, avec le moins de boutons et de clics, on en finit par faire des objets impraticables, irréglables,
où le choix de quelques designers conditionne les usages d'un milliard d'autres. Donc voilà. Je vous mets, si ça vous intéresse, donc il y a quelques datavises en emoji ici. Je vous mets le lien vers la newsletter où on partage des actus, des données un peu sur le sujet de l'empreinte du numérique et des réflexions. Les liens sur les enquêtes, tout ça, les réseaux. Et merci de m'avoir écouté. Et du coup, je suis là aussi pour les questions. On n'a pas trop le temps, donc je suis là entre midi et 2. Donc n'hésitez pas. Merci.